Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup bonjour à toutes. Il y a énormément de femmes dans la salle, je m'en réjouis, beaucoup plus que le débat précédent. C'est formidable. Je laisse les derniers participants s'installer. On va démarrer pour ne pas prendre trop de retard. Les inégalités entre les hommes et les femmes s'expriment, on le sait, au sein du couple, de la famille, au travail, à l'école. Elles s'expriment aussi dans l'espace public, sans que l'on en ait forcément conscience. C'est l'objet de la table ronde Femmes-Hommes, comment mieux partager l'espace public qui nous réunit. Vous êtes nombreux, je suis très impressionnée. Pour éclairer ce débat et pour l'animer, nous avons convié Julie Lanoux, secrétaire générale de l'association Womanability, si vous voulez bien nous rejoindre. Allez-y. Ah, l'escalier là. Installez-vous. Merci de l'accueillir. Super. Corinne Luxembourg. Merci de nous rejoindre. Vous êtes maîtresse de conférence à l'École nationale d'architecture de Paris, ancienne conseillère municipale de Gennevilliers, en région parisienne. Installez-vous. Eugénie Le Bigot, doctorante en géographie sociale à l'Université de Caen. Merci. Vous préparez une thèse sur les pratiques des femmes dans les espaces publics. On est au cœur du sujet. Et Karine Janin, merci de nous rejoindre. Journaliste à Ouest France, au service France, et toujours au cœur des questions hommes-femmes. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Les femmes et les hommes ne vivent pas l'espace public de la même manière. Pour commencer, peut-être pour dresser un état des lieux, Corinne Luxembourg, vous intervenez à l'École nationale d'architecture de Paris et vous dites les femmes s'occupent dans l'espace public et les hommes occupent l'espace public. Expliquez-nous ça. Alors, c'est assez simple. En fait, quand on regarde un espace public quel qu'il soit, on a l'habitude d'observer que les hommes sont plutôt... Alors, c'est une généralisation, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas trouver d'exception dans cette salle, et j'en suis absolument certaine. Mais néanmoins, on sait que les hommes ont plutôt une pratique des espaces publics pour eux-mêmes, c'est-à-dire pour retrouver des amis, pour y avoir une fréquentation sportive, par exemple, ou pour fréquenter voilà, des endroits où ils vont retrouver ou être seuls, et ça ne leur pose pas de problème, par exemple des terrasses de café ou des choses comme ça. Alors que les femmes, leur pratique des espaces publics sont plus, non pas pour elles-mêmes, mais pour quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire plus pour prendre soin de quelqu'un, que ce soit prendre soin de la famille, aller faire des courses, accompagner un enfant faire du sport, accompagner une personne plus âgée à différents endroits qui sont nécessaires. Et donc, c'est très rarement pour elles-mêmes que l'on va la trouver dans l'espace public, alors que les hommes, eux, ils sont beaucoup plus statiques, en fait. Ils ont, du coup, les femmes ont en fait une connaissance plus aiguë de la ville, parce qu'elles la pratiquent finalement davantage. Cette inégalité d'occupation de l'espace public commence très tôt, dès la cour de récréation, qui est un des premiers lieux d'apprentissage de l'espace public, et ça commence plutôt mal dans la cour de récréation. Alors ça commence plutôt mal parce que c'est là où aussi on décide que ça doit se passer de cette façon répartie comme ça, puisque souvent on a l'habitude des jeux de ballon qui sont au centre de la cour de récréation. La cour de récréation, c'est l'espace public de la ville en tout petit, hein, ou alors c'est l'espace public urbain qui est une cour de récréation géante, mais le résultat est à peu près le même. Et ce qui veut dire que quand on a des jeux de ballon qui sont plutôt au centre et puis des jeux individuels ou de petits groupes plutôt sur les marges, ça veut dire aussi, si on transpose un peu, que le ballon, on ne va pas le partager comme ça si facilement. Et les garçons ne vont pas partager le ballon si facilement entre eux. De là à le partager facilement avec les filles, on voit bien que la transposition avec le pouvoir, elle est vite faite. Et les filles, du coup, prennent l'habitude très tôt d'occuper l'espace qui reste, c'est-à-dire l'espace beaucoup plus périphérique dans la cour de récréation. Tout à fait, tout à fait. Il y a
un enjeu qui est important dans cette question des inégalités dans l'espace public, c'est globalement l'aménagement urbain, les bancs, les toilettes publiques, les équipements sportifs aussi, les skateparks, les city-stades. Tous ces équipements génèrent des comportements particuliers d'hommes et de femmes. Alors oui, en fait, on se rend compte de plusieurs choses, c'est-à-dire que les bancs publics, vous savez toutes et tous que dans les espaces publics, on a un peu tendance à les enlever sur plusieurs critères. Le premier critère, c'est que ça serait une occupation de jeunes hommes qui feraient un peu de bruit sous les fenêtres tard le soir. Autre critère, évidemment, des personnes sans domicile fixe dont on n'a pas très envie d'assumer la présence dans l'espace public. Et donc tout ça fait que les bancs publics sont retirés de façon régulière. Néanmoins, on sait que les endroits, les communes qui décident de conserver des bancs publics et de les multiplier, les choses se passent beaucoup mieux puisque plus il y a d'espace, plus on arrive à le partager. Je pense par exemple à la mairie de Malakoff où juste devant la mairie, juste devant l'hôtel de ville, il y a énormément de bancs publics. Et là, on a une répartition homme-femme et une répartition générationnelle qui ne pose aucun problème. Ça fonctionne aussi dans les parcs publics. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Et après, on peut aussi parler des toilettes publiques et de plein de choses, mais peut-être que ça viendra dans les questions. Eugénie Le Bigot, vous êtes doctorante à l'Université de Caen, géographie sociale, et vous préparez une thèse précisément sur les pratiques des femmes dans l'espace public. Donc vous êtes amenée à faire des enquêtes de terrain à Caen, à Rouen et à Portsmouth. Et il y a une donnée auquel vous avez été vous-même confronté en menant ces études, c'est la question du harcèlement auquel les femmes sont souvent exposées. Peut-être parlez-nous de ces expériences que vous avez pu faire. Oui, en fait, pour mon travail, je suis beaucoup à l'extérieur, à observer comment les femmes marchent, comment les hommes occupent l'espace public. Et donc, je dois rester à observer l'espace public à différentes heures, et notamment la nuit. Et sur certains espaces, donc par exemple à Caen, sur le port, je ne sais pas si il y a des gens parmi vous qui connaissent Caen, mais j'ai fait l'expérience de faire mes observations seule. Et on va dire que dans 90% des cas, un homme venait m'aborder pour commencer à me parler. Donc voilà, donc je regardais mon compteur et je me disais, bon, on n'a plus que 5 minutes à attendre. Et donc le problème, c'est que si on reste statique dans l'espace public, eh bien, même si on dit non, l'homme en question va se dire, c'est bon, elle reste là, pourquoi ne pas continuer? Et donc on dit non une fois, non 2 fois, non 3 fois. Et puis après, bon, une fois qu'on peut partir, on part. Mais voilà. Mais j'ai fait l'expérience de faire les mêmes observations, accompagnée d'un homme. Et dans 100% des cas, personne n'est venu m'aborder, personne n'est venu me parler. Donc, voilà. Il y avait une étude du Haut Conseil du Haut Conseil à l'égalité en 2015 qui avait interrogé les femmes dans les transports publics et qui avait mis en avant le fait que 100% des femmes interrogées avaient été un jour dans les transports publics sifflées, frottées, insultées. Voilà, et ce harcèlement alimente un sentiment d'insécurité qui est assez fort et qui caractérise un peu l'expérience des femmes dans l'espace public. En même temps, vous dites ce sentiment d'insécurité, faut faire attention, il faut le prendre avec des pincettes, il ne tombe pas du ciel. Il faut faire attention parce que on parle de sentiment d'insécurité, c'est bien pour une raison, parce que si on regarde les chiffres, il y a autant, voire plus de risques pour un homme de se faire agresser dans l'espace public que pour une femme. Donc dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi avoir un... En fait, si on arrive homme-femme pour le ressenti, pour les agressions réelles, on est à égalité. Et pour le ressenti d'agression, on est beaucoup plus haut pour les femmes que pour les hommes. Alors qu'en fait, ça devrait être plutôt le contraire. Et alors qu'on voit que pour les agressions,
Il y a, si on prend toutes les agressions faites sur les femmes, il y a 68% qui sont faites à domicile, au travail, et seulement 7% dans les espaces publics. Donc en fait, c'est alimenter l'image de la vulnérabilité des femmes, qui n'est pas vrai. Vous n'êtes pas vulnérable dans l'espace public, pas plus qu'un homme en tout cas. Mais ce sont les rappels du harcèlement, etc., qui font que si quelqu'un nous siffle, si quelqu'un nous suit, on se dit bah ça pourrait aller plus loin. Voilà. Après, il faut prendre en compte aussi le fait que peut-être le fait que les femmes soient fassent autant attention à ça, peut-être que d'une certaine manière, ça les protège. Ça, on peut pas savoir. On peut pas savoir si le fait qu'elles ne sortent pas, etc. C'est ça, parce que ce sentiment génère des stratégies qu'on dit d'évitement, c'est-à-dire que les femmes adaptent leur comportement. Elles ne sortent pas à certaines heures, ou elles évitent. Vous avez observé, je crois, à la gare de Caen notamment, le soir dans les gares, les femmes marchent beaucoup plus vite que les hommes, par exemple. Oui, elles ne s'habillent pas c'est ça. Après, dans les gares, mais pas uniquement dans les gares, les femmes marchent plus vite en général le soir, surtout quand elles sont seules. Donc, en groupe ou avec un homme, elles marchent à une vitesse beaucoup plus normale. Mais ce qui pose aussi question, c'est de voir que plus on s'éloigne du centre-ville, plus le soir, le différentiel entre hommes et femmes, quand on compte les hommes et les femmes, moins il y a de femmes, plus il y a d'hommes. Alors que pendant la journée, on peut arriver à une certaine égalité dans certains espaces. Mais dès que la nuit arrive, ou la soirée, on a un retournement qui est très impressionnant. Voilà, c'est ce qui prouve effectivement que la pratique de l'espace public, les femmes n'en ont pas la même que les hommes. C'est Julie Lanoux, vous êtes secrétaire générale d'une association qui s'appelle Women Ability, qui a été créée en 2015 et qui est allée au départ à sa création faire un tour du monde dans des grandes villes de plus de 20 000 habitants qui étaient dirigées par des femmes, pour à la fois mesurer les perceptions qui sont faites par les femmes dans ces villes et voir un peu les initiatives originales qui étaient menées pour essayer de rendre la ville plus inclusive, plus ouverte à toutes et à tous. Ce sentiment, tout ce qu'on décrit, tout ce qui témoigne de l'inégal vécu des hommes et des femmes dans l'espace public, on le constate en France, mais en fait c'est partout pareil, ça dépasse les frontières. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on a retrouvé dans toutes les villes et dans tous les pays dans lesquels on a pu aller, soit qu'on a visité, soit dans lesquels on a vécu. Notamment sur le sentiment d'insécurité, c'est quelque chose qu'on retrouve assez systématiquement, mais qui prend des formes différentes en fonction des villes et de leurs problématiques particulières. En faisant ce tour du monde, on s'est rendu compte que, effectivement, bien qu'on ait les mêmes problématiques un peu générales qu'on retrouve dans toutes ces villes-là, il faut faire attention du coup à ne pas les comparer, à ne pas aller trop loin dans la comparaison. De même avec les pratiques et les bonnes solutions, à ne pas aller trop loin et à les penser réplicables un peu partout, mais à bien penser les villes dans leur contexte particulier. Par exemple, sur les points de vue on parlait de la sécurité. C'est à Houston, la sécurité est énormément reliée avec l'important trafic humain, notamment trafic de femmes qu'il y a dans cette ville. Et elle faisait constamment référence du coup à cette peur-là. En Argentine, à Rosario, c'est principalement sur les sujets des féminicides. C'est ce sujet qui revenait beaucoup dans nos discussions et qui ont montré effectivement des différences dans ces peurs, mais également dans les stratégies des vêtements. Dans certains endroits, on prend le taxi, dans d'autres, on se fait accompagner. En Amérique latine, il y a beaucoup cette habitude de se faire accompagner par des individus masculins. Voilà, effectivement, ces différences. Alors, je vois qu'ont été diffusées des images, en fait on y reviendra plus tard, c'est qui raconte un petit peu justement des initiatives intéressantes qui ont été prises dans différents pays, mais on en parlera tout à l'heure.
Eugénie Le Bigot, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qui explique ces inégalités? On sait notamment que, et ça a été évoqué au débat précédent, seulement 16% des maires sont des femmes, 7,5% des présidents des présidents d'intercommunalité sont des femmes. Ça joue beaucoup. Bah oui, ça joue beaucoup parce que si il n'y a pas ou très peu de femmes dans les entités qui prennent des décisions, de fait, certaines questions vont pouvoir être éludées, mises de côté. Mais en fait, il faut penser aussi que même s'il y avait une parfaite égalité dans le nombre, il faut penser que dans un conseil communautaire, par exemple, il faut regarder le temps de parole qui est attribué aussi. Parce que s'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes, mais que les hommes prennent tout le temps de parole et ont mis des femmes là juste parce que, par exemple, le gouvernement demande qu'il y ait la parité, ce genre de choses, si on en était là, il pourrait encore y avoir des inégalités. C'est quelque chose que l'on constate, justement, cette difficulté des femmes dans des débats publics, dans des instances où elles sont amenées à prendre la parole. Il y a une difficulté à se faire entendre. C'est quelque chose qui a été observé, ça. C'est ça par la chercheur. Oui, parce que en fait, si les femmes prennent la parole, les femmes dans ces assemblées, si elles prennent la parole pour évoquer des problèmes qui leur ont été qu'on leur a dit par des personnes d'association ou par leur entourage, on va leur dire oui, mais ça, ce sont des problèmes personnels, etc. Sauf que le fait qu'une femme fasse des trajets qui soient multifonctionnels en voiture, c'est-à-dire que fasse en général des trajets qui sont plus courts que les hommes, mais avec beaucoup plus d'arrêts pour mettre l'enfant à l'école, pour aller faire les courses, puis aller au travail, et effectivement, on peut pas mettre de côté ça, parce que ça concerne 50% de la population. En fait, exactement. Ça, c'est quand, si on discute par exemple de l'aménagement urbain, ou c'est dans ce contexte-là que ces discussions peuvent avoir lieu. Oui, ou de la mobilité en général aussi. Oui. Les inégalités qui s'expriment dans l'espace public ne sont malgré tout pas une fatalité. Il y a plein d'initiatives qui sont menées. Il y a des outils qui existent pour rendre l'espace public plus accessible et aux hommes et aux femmes. Julie Lanoux, il y a un outil qui est souvent utilisé, qui a été d'ailleurs utilisé dans la ville de Rennes et qui l'est encore. Rennes d'ailleurs, qui est une ville qui est plutôt bien classée, qui prend des initiatives plutôt et depuis longtemps en faveur des femmes dans l'espace public. Un des outils, c'est les marches exploratoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement, en quoi ça consiste? Ça a été un outil beaucoup utilisé par Women Ability, justement, dans son tour du monde. Oui, et pour ça, je reviens très rapidement sur justement la question que vous venez de poser. On s'aperçoit aussi que toutes ces inégalités, elles sont générées en raison d'une déconnexion qui a été, dont on parle depuis un moment déjà, entre les politiques publiques, les politiques urbaines, et les usagers, les habitants auxquels ces politiques s'adressent. Donc on a voulu essayer d'expérimenter, de tester des outils pour justement revenir vers la compréhension des usages, des usagers et surtout des usagères, et pour regarder comment est-ce qu'elles pratiquaient l'espace public, quelles étaient leurs difficultés. Donc c'est à partir de là qu'on a utilisé l'outil des marches exploratoires. Donc, il y a un outil qui existe depuis les années 90, qui a émergé au Canada et puis qui s'est progressivement utilisé un peu partout en Europe et effectivement en France. Très rapidement, ça consiste à réaliser une marche avec des habitantes. On peut également inclure des habitants, en prenant comme relais une association de quartier qui a un public avec lequel elle travaille, de personnes qui connaissent la ville, qui la pratiquent au quotidien. On va marcher avec ces personnes-là, aidées par un questionnaire sur différents points donc, de mobilité, différents défis qu'on aura par ailleurs identifiés au préalable, pour essayer de comprendre avec elles, in situ et sur le moment même, quelles sont ces difficultés.
Et donc ça permet qu'est-ce que disent ces femmes, par exemple, qu'est-ce qu'on remarque, sur quoi on s'arrête? On s'arrête beaucoup sur les bancs. On a parlé des bancs tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on s'arrête beaucoup sur les bancs. Ah bah tiens, ils ont enlevé, il y a un peu une course aux bancs. Je parle de Paris, c'est un terme que j'avais entendu, la course au banc, où on en met un, puis on en enlève un pour des raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Et c'est vrai que, notamment dans les équipements publics, dans les aménagements à l'extérieur, les femmes se plaignent beaucoup qu'il n'y ait pas de banc. Alors, si elles ont des enfants, pour les surveiller, pour justement occuper cet espace. Sinon, en fait, tout simplement pour se rencontrer, pour se parler, mettre des bancs face à face, changer un aménagement aussi simple que ça permet tout de suite de faciliter la discussion et on voit tout de suite des femmes qui arrivent dans l'espace public. Et là-dessus, une expérimentation très intéressante, c'est celle qui a été faite par Jean Réville sur la place du Panthéon à Paris. Dites-nous alors, c'est précisément. Dans le cadre du réaménagement des 7 places parisiennes, Jean Réville a été mobilisé donc sur le réaménagement de la place du Panthéon. Et ils ont imaginé du coup des infrastructures de bancs un peu plus innovants, en bois, quelque chose de très chaleureux, sur lesquels on peut à moitié s'allonger, bronzer, pourquoi pas. Elles ont constaté qu'il y avait des personnes qui se mettaient pour bronzer. Elles ont constaté, sur lesquels on peut vraiment se faire face à face et plonger dans des moments de discussion, tort et à travers. Elles ont constaté, après la mise en place de ces bancs, qu'il y avait une augmentation du nombre des femmes sur ces aménagements. Et plus globalement, à l'échelle de ce que vous avez pu observer dans différentes villes, peut-être, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Et c'est là qu'on peut peut-être voir certaines images qu'on défilait tout à l'heure, d'initiatives qui ont été prises, qui ont soit pour alerter, soit pour sensibiliser, pour... Oui, alors je dirais qu'il y a différentes initiatives et différents niveaux d'initiatives. On a pu, en ayant visité des villes ayant des maires femmes et des chargés à l'urbanisme femmes également, qui avaient cette question bien ancrée en elles et dans leur pratique. Je parlerai peut-être tout d'abord de Vienne, qui est un exemple assez connu, mais que je pense qu'il faut aborder, avec une série d'expérimentations qui ont été réalisées par Eva Keil et son équipe, notamment sur des parcs de Vienne, à partir du constat d'une sous-fréquentation de femmes dans ces parcs-là. Donc elle passait, c'était un chemin pour aller d'un quartier justement à une école, et ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de femmes qui passaient mais qui ne s'arrêtaient pas. Donc elle a essayé de comprendre pourquoi. Effectivement, une des raisons principales, c'était la peur d'y rester face à un public qui est essentiellement masculin. Il y avait également des aménagements sportifs dans ces parcs-là et une peur de les utiliser parce que il y avait une seule sortie. On se sentait un peu bloqué. Du coup, il y a eu tout un travail sur repenser les espaces de loisirs pour un public plus inclusif. Et c'est pas seulement les peindre en rose, c'est aussi peut-être les aérer, donner plus de sorties, de portes, etc. Elle a également mis des aménagements temporaires, des hamacs pour attirer l'œil, beaucoup d'espaces également de discussion. Corinne Luxembourg, vous avez été conseillère municipale à Gennevilliers, donc qui est une ville de région parisienne des Hautes-Marne, qui est communiste de longue date, qui a un passé assez militant. Et après ce mandat, le maire vous a demandé d'intervenir et de mener ce qu'on appelle une recherche-action pour justement essayer de dresser un état des lieux de la manière dont les femmes vivaient cette ville et peut-être proposer des transformations urbaines. Expliquez-nous ce qu'est une recherche-action. Vous avez eu des surprises en plus pendant ce travail, qui a duré 6 ans, qui est en train de se terminer. Tout à fait, merci. Effectivement, la ville de Gennevilliers, donc je ne vais pas refaire l'historique, vous le trouverez et j'en suis sûre, vous le devinez, en tout cas, a une habitude très ancienne de militantisme féministe, que ce soit par le soutien aux plannings familiaux, y compris quand ils sont mis en difficulté par des politiques publiques, de soutien à des actions
d'accompagnement de femmes victimes de violences, de mise en place de taxis pour les faire accompagner jusqu'à l'hôpital et puis surtout les ramener et puis aussi avoir des politiques de décohabitation très rapides quand il s'agit de faire face à ces difficultés-là avant même que les actions de justice puissent intervenir. Donc c'est assez important aussi de se le dire, qu'il est possible aussi à des niveaux locaux d'avoir ce type d'intervention. Et dans les types d'interventions justement féministes de cette ville, il y a eu la volonté d'avoir un diagnostic sur la place des femmes dans l'espace public à Gennevilliers, non pas parce qu'il y aurait eu plus de violence qu'ailleurs, mais c'est juste parce que justement c'est une municipalité qui s'inquiète généralement du bien-être de ses habitants et de ses habitantes, et donc ça en fait partie. Donc c'est une recherche-action financée avec l'argent de la municipalité sur 6 ans, ce qui, je ne sais pas s'il y a des chercheurs et des chercheuses parmi vous, mais vous savez à quel point un financement de 6 ans avec de l'argent public, ça fait du bien au moral, et surtout à quel point ça peut être confortable. Et donc ça nous a permis de travailler avec des habitants et des habitantes avec la même prise en compte de leur expertise que nous, on mettait sur la place publique aussi, notre expertise de géographe, et puis aussi avec le travail d'artistes, notamment de comédiens et d'un metteur en scène qui s'appelle Damien Labruyère, avec qui on a commencé à mettre en place un atelier d'écriture, et cet atelier d'écriture est devenu, ça fait partie de nos surprises, une troupe de théâtre amateur sur justement interrogeant ces questions de place des femmes dans l'espace public. Donc ça a fait partie des surprises intéressantes. Voilà. Il est très important, et ça je pense que vous le pensez toutes, de travailler, quand on cherche des solutions, de travailler avec les habitantes, qu'elles racontent leur expérience. Et vous en avez été d'autant plus convaincus que vous avez fait des découvertes concernant un jardin partagé. Dites-nous, il y avait donc des habitantes qui participaient à ce jardin partagé. C'est des sortes de jardins ouvriers, c'est ça ? Alors en fait, il y a 2 choses. Ça a fait évidemment partie des autres surprises, puisqu'on a décidé que les habitants et les habitantes posaient les questions au même niveau que nous, on les posait d'un point de vue scientifique. Il était évident en fait que les participantes habitantes allaient poser des questions et puis aussi dessiner des protocoles de recherche. Et donc, une des questions qui est arrivée était celle de la fréquentation des jardins partagés, dont on sait aujourd'hui, il n'y a pas qu'à Gennevilliers, ça se voit à Paris, mais ça se voit aussi partout en fait où il y a des jardins partagés, une fréquentation des femmes très majoritaire, alors que dans les jardins familiaux, qui eux sont la suite des jardins ouvriers, c'est plutôt une fréquentation masculine très majoritaire. Et donc, on a essayé de comprendre un peu comment les choses fonctionnaient. Et puis, donc pour le dire un peu vite, mais on en discutera après, évidemment, si vous le souhaitez. On a un engagement individuel sur une parcelle personnelle, ou en tout cas attribuée à une personne qui est plutôt masculine, et un engagement féminin qui, au départ, était plutôt sur... on va faire des choses, faire pousser des légumes de meilleure qualité. Évidemment, ça coûte moins cher qu'en grande surface. Et puis, du coup, première idée qui est, finalement, on continue de faire pour la famille et pour les gens avec qui on vit, puisqu'on fait pousser à manger, donc on va ramener à la maison. Et puis, peu à peu, en fait, s'est inscrit la question du bien-être et du bien-être personnel. Et là, il y a eu une occupation de l'espace public par les femmes pour elles-mêmes. C'est-à-dire que les choses se ont dévié de leur utilité première, et que maintenant, bon nombre de ces femmes qui participent dans les jardins, qui participent aux jardins partagés, le font pour elles-mêmes et plus nécessairement uniquement pour faire pousser les courgettes ou les carottes. Ce que vous dites, c'est que c'est un lieu où les femmes à la fois s'échangent un savoir-faire. C'est des femmes qui sont souvent issues de l'autre côté de la Méditerranée, qui ont un savoir-faire différent, donc elles échangent. Et c'est aussi parfois, vous m'aviez expliqué ça, des femmes qui peuvent être en surpoids, qui ne font pas de sport. Et c'est aussi un endroit pour elles où elles mine de rien, elles font leur sport, à l'abri des regards, sans regard jugeant extérieur.
Tout à fait. En Ça, fait, hein. le jardin, le fait que ce soit de la culture, mais pas que de la culture maraîchère, c'est aussi un échange de culture, de qu'est-ce que tu mets dans ta soupe et moi je mets ça dans ma soupe et si on essayait et essayons donc. Et donc c'est un échange de savoir-faire. C'est aussi une remise à plat de nos compétences à toutes et tous parce qu'on est toutes et tous ou fils ou petits-fils et petites-filles d'agriculteurs ou en tout cas de paysans ou de gens qui ont jardiné. Et donc il y a une transmission malgré tout des savoir-faire ou une redécouverte des savoir-faire, quelles que soient les générations, quel que soit le genre et quelles que soient les origines géographiques. Et ça c'est assez intéressant parce que d'un coup les différences dans les courgettes diminuent assez considérablement, ce qui est assez chouette. Et on s'est rendu compte, effectivement, on a rencontré des femmes, une femme notamment, mais plusieurs autres nous l'ont dit ensuite, à qui les médecins avaient dit ben, vous avez quand même de sacrés soucis de surpoids et puis vous avez un diabète qui est vraiment invalidant et il faudrait faire de l'exercice physique. Ouais, mais sauf que le sport, bah, ça induit une performance, une compétition, un regard des autres sur son propre corps. Et donc, il fallait pouvoir s'en libérer. Et le jardin, bah, c'est aussi ça qui est chouette dans cette culture-là, qui, en plus d'une mise à plat des savoir-faire, permet que on s'en moque de savoir si on est en surpoids pour faire pousser les carottes. Le tout, c'est que la carotte, elle pousse et qu'on soit heureux. Et donc, il y a quelques femmes qui se sont retrouvées comme ça à faire de l'exercice physique. Elles s'en portent beaucoup mieux, nous disent bah oui, c'est dur, c'est difficile. Physiquement, je souffre parce que faut mettre un corps en mouvement et c'est un corps qui n'est pas forcément habitué à l'être. Mais je suis tellement heureuse de ce qui en ressort et de la reconnaissance aussi de mon savoir-faire par les autres que finalement, c'est plus si grande souffrance que ça. Pour conclure, peut-être, parce que je vois que l'heure tourne, quand on cherche des solutions, il y a une idée qui ressort souvent, c'est qu'il ne faut pas, quand on fait de l'aménagement urbain, quand notamment des équipements de loisirs récréatifs, dédier un endroit à un seul usage, à une seule classe d'âge, à un seul genre. Ce qui fonctionne, et c'est ce qui fait que la ville est inclusive, c'est quand on mêle les usages dans un même endroit. Eugénie Le Bigot, peut-être, là-dessus? Oui, c'est comment si par exemple, on a la mauvaise habitude de maintenant, alors en tout cas à Caen, à Rouen aussi, j'ai pu le constater, de faire des places, de refaire des places, donc très récemment, et de les faire quasiment vides. Ou alors avec quelques bancs, donc là on a encore le problème des bancs, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, surtout quand ces places sont très grandes, il faut penser à consulter la population, il faut penser à consulter les femmes et les hommes, leur demander bon, bah, comment est-ce que vous utilisiez cette place et comment est-ce que vous verriez utiliser cette place. Et donc, en particulier donc, sur la place de la République à Caen, qui a été refaite récemment, on peut voir que bon, il y a quelques bancs, il y a un petit peu de jeux pour enfants en bois. Mais sinon, c'est un espace vide. Donc avant, il y avait au moins de l'herbe où vous pouvez avoir donc effectivement des groupes qui posent problème dans l'esprit des aménageurs, mais en fait, on n'aménage pas un espace pour qu'il soit vide. Et il faut penser que bon, si on met des jeux pour enfants, comment est-ce que ces enfants-là vont encore, en grandissant, apprécier cette place? Donc peut-être en pensant à d'autres aménagements comme des tables de ping-pong, des tables d'échecs pour les plus vieux ou pour les plus jeunes, pour apprendre dès le plus jeune âge et puis pour pouvoir grandir avec ces activités. Et pour penser donc, voilà, à remettre des bancs, à remettre de l'herbe, à mettre des tables de pique-nique, à faire en sorte que tout le monde puisse participer à apprécier cet espace. Parce que sinon, on arrive à une non-mixité, donc avec seulement un groupe de jeunes, un groupe d'hommes. Donc si on fait une partie skatepark, de cristalliser en fait des groupes qui font qu'après, la place n'est plus attractive.
Yves Rebaud qui devait être là aujourd'hui et qui malheureusement a eu des soucis de santé qui l'ont empêché de venir, a travaillé beaucoup sur ces équipements sportifs, les skateparks, les city-stades, en mettant en avant le fait que finalement à 75% ces équipements sont utilisés par des jeunes garçons, où en plus se reproduit souvent une injonction à la virilité, là où alors qu'on les crée souvent avec l'argument que les jeunes garçons agités, il faut canaliser leur énergie, leur violence, et les jeunes filles qui, elles, sont plus discrètes, on ne leur dédie finalement aucun espace pour se mélanger et voilà, se distraire aussi dans l'espace public. En fait, il ne faut pas penser à dédier des espaces à une catégorie de personnes, à un usage. Si on dédie des espaces à un usage, forcément, toutes les autres catégories vont se trouver mal accueillies, exclues. Et c'est ça qui pose problème, en fait. C'est ça qu'il faut retirer de l'idée des aménageurs, de penser qu'il faut créer un espace en pensant qu'à une seule catégorie de la population. Il faut créer un espace en pensant à l'ensemble de la population. Et de la même façon, on va conclure là-dessus. Une chose importante aussi, c'est de ne pas, vous me l'avez toutes dites quand on a discuté avant cette table ronde, ne pas considérer les femmes comme un tout homogène. Quand on se penche sur les femmes dans l'espace public, qui veut bien intervenir là-dessus ? Je veux bien, mais on se le partage. Qui est très rapidement, la femme, elle n'existe pas. La féminité n'existe pas. Il y a de multiples, il y a autant de femmes, voire même sans doute plus. Il y a autant de façons d'être une femme que de femmes, et peut-être même à l'intérieur d'une même femme, on est peut-être plusieurs aussi, mais comme pour les hommes, et il y a d'autres, de multiples façons de vivre l'espace public comme une femme, parce que aussi on est jeune, on vieillit, on devient une vieille femme, et on parlait des bancs publics, être une vieille femme, c'est aussi avoir accès aux bancs publics, parce que sinon ça veut dire que la pratique de l'espace public, elle est réduite, et ça veut dire aussi que quand on parle des espaces, moi je suis aussi inquiète sur le fait que quand on parle de certains espaces, que ce soit les banlieues, que ce soit les espaces ruraux, que ce soit les centres-villes, on a un peu tendance à stigmatiser et à stéréotyper les femmes qui seraient dans ces lieux-là. Je pense que ça aussi, il faut qu'on soit conscient et consciente que là aussi, il y a une vraie diversité. Je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense qu'on peut même aller, tu parlais de prendre, que les aménageurs, les politiques prennent en considération justement la diversité d'usage. C'est la diversité d'usage et la diversité d'usagers et d'usagères de toutes ces femmes différentes, des groupes sociaux, des groupes raciaux, de la géographie à laquelle ils et elles appartiennent, pour vraiment avoir une compréhension globale, mais ne pas avoir une politique qui s'applique comme un béton un peu sur beaucoup de personnes différentes, mais qui puisse s'adapter et qui puisse être harmonieuse justement avec toute nos diversités. Oui, je suis tout à fait... Merci à vous. Oui. Non, non, mais enfin voilà, c'était juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec vous deux, et que effectivement, il faut penser à interroger un grand panel de femmes, à penser à tout le monde, et à ne pas penser qu'il n'y a pas de femmes qui sont identiques, et qu'il ne faut pas attribuer quelque chose en particulier aux femmes, comme attribuer la charge des enfants aux femmes, ce genre de choses, parce qu'après on crée les cases dans lesquelles les femmes se mettent. Voilà. Merci. Ça fonctionne. Merci à vous trois, merci Karine, mais ce n'est pas fini. Nous allons enfin écouter vos questions. Alors, je vous rappelle que vous pouvez les poser par SMS au 07 67 68 69 62, mais vous l'aviez déjà vu, ou sur Twitter. Pour démarrer, y a-t-il des questions? Je vais m'approcher un peu, parce que je ne vois pas avec les... Y a-t-il des questions dans la salle? Madame, alors, des micros? Voilà. Vous n'avez pas du tout parlé des toilettes publiques, en particulier pour nous les femmes, c'est vraiment un gros problème.
Et souvent, elles sont même insécurisées. Vous voyez, on n'ose pas trop y aller non plus. Donc, est-ce que vous avez vu des endroits où il y avait des choses bien à ce propos? Qui veut répondre à cette question? Corinne Luxembourg, vous... Alors, j'avais pas développé la question toilette publique parce que j'étais sûre qu'elle arriverait. Pour plusieurs choses. C'est-à-dire que les toilettes publiques dont on parle plus fréquemment, c'est ou les toilettes publiques des salles de spectacle ou des aires d'autoroute dont on sait à quel point la queue côté femme est toujours beaucoup plus longue que la queue côté homme. Ça, c'est une première chose, parce qu'il y ait souvent aux équipements qui sont à l'intérieur de ces locaux de toilettes publiques, et puis aussi au fait que les femmes, on a souvent un peu plus de choses à y faire dans les toilettes publiques que les hommes, c'est-à-dire qu'on a des règles et qu'il faut se changer et que ça prend un peu plus de temps, et que voilà. Donc du coup, ça fait aussi partie des choses à prendre en compte quand on aménage les toilettes publiques. L'autre chose aussi à prendre en compte, c'est souvent leur absence, avant même qu'il y ait un problème dans leur aménagement, c'est souvent leur absence des équipements, enfin de l'espace public en général, et souvent des aires où on a les jeux pour enfants. Et donc, sans essentialiser, on sait quand même que la plupart des personnes qui accompagnent les enfants jouer, c'est des femmes, que ce soit des assistantes maternelles ou que ce soit les parents, ou voilà, quel que soit le degré de parentalité lié aux enfants en train de jouer. Et ce dont on s'est rendu compte en observant assez longuement ces aires-là, c'est que les femmes restaient très longtemps assises et souvent elles ne boivent pas. Parce que comme il n'y a pas de toilette publique, si jamais elles buvaient, elles devraient rentrer dans un lieu où il faudrait pouvoir voilà, se soulager. Et donc, du coup, le fait qu'elles ne boivent pas fait qu'on va avoir souvent des problèmes liés à des problèmes de reins, des problèmes de vessie, de cystite, de choses assez sympathiques de ce genre-là. Donc on voit qu'il y a un rapport direct entre la possibilité d'avoir des toilettes publiques dans l'espace public, enfin des toilettes dans l'espace public, et des problèmes de santé publique. Et puis après, il y a la question effectivement de leur aménagement, parce que souvent on dit, de la même façon que pour les bancs, on les enlève parce qu'il y a des SDF et parce qu'il y a des gens en marge, souvent on enlève les toilettes publiques au prétexte de prostitution et toxicomanie. Et donc c'est toujours le même principe, hein, la question des femmes dans l'espace public sert de gestion de la sécurité publique et de la question de la gestion des gens qu'on considère en marge, plutôt que de se poser vraiment la question de ces marges-là. Mais c'est un autre débat, évidemment. Et donc, c'est vrai que souvent, on porte assez peu attention à ces lieux-là, et que souvent, les hommes, ils font pipi debout, que ce soit un arbre ou que ce soit n'importe quoi d'autre, et que les femmes, les pissent debout, il n'y en a pas tant que ça, que c'est pas si pratique que ça, c'est pas si démocratisé que ça non plus, parce que la position assise et la position debout, elle est extrêmement genrée aussi dans les rapports de pouvoir. Et voilà. Donc c'est un élément de réponse, et évidemment sans doute pas la totalité. Et puis est-ce qu'une femme se sentirait à l'aise de faire pipi dans la rue? Sans doute pas, parce que... Oui, non, sans doute pas, non. Peut-être pas la majorité des femmes se sentiraient à l'aise de faire pipi dans la rue. Ouais. Merci. Je vais passer à une question SMS Twitter, parce que c'est une question plutôt pour les organisateurs. Bonjour et merci aux intervenantes. Merci à vous. Vivre ensemble, c'est aussi la mixité. Or, je constate que les tables sont soit féminines, soit masculines. Pourquoi? Alors, j'ai effectivement, on est passé un peu vite tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser que nous avions, Karine vous l'a dit, mais entre deux, nous avions également convié Yves Rebaud, qui est géographe, spécialiste de la géographie du genre et auteur de La ville est faite pour les hommes et par les hommes. Est faite par et pour les hommes. Et pour les hommes, voilà. Ah ouais. Et malheureusement, il a dû renoncer à sa venue à Rennes pour des raisons de santé. Donc il s'en excusait très profondément. Il était très déçu, et nous aussi, forcément, de son indisponibilité. Oui, donc la table ronde n'était pas uniquement voilà. féminine. Et la table ronde précédente, puisque je présume que cette question vient de quelqu'un qui a assisté à la table ronde très intéressante sur les maires. Stéphane Vernet, l'animateur, qui est journaliste à Ouest France, l'a précisé à plusieurs reprises. Nous avons vraiment tout fait pour inviter des femmes maires qui renoncent à leur mandat.
Et malheureusement, nous n'avons pas réussi à... Nous n'avons pas abouti. Aucune de nos sollicitations n'a reçu de réponse positive. Donc ce n'était vraiment pas une volonté de notre part. Cela dit, je pense que ça reflète quand même un certain état d'esprit. Et cette question n'avait pas été posée à l'issue de la table ronde très masculine sur les mères. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame? Oui, bonjour, oui, merci, c'était vraiment très intéressant. Oui, ma question à moi, c'est, je fais un constat là, dans ma vie personnelle, maintenant que je suis une vieille dame, bon, toute ma vie de jeune femme, puis de femme jeune, bon, il y avait la confrontation au harcèlement, mais je me sentais quand même capable d'y répondre avec ma tchatch. Et puis là, ce qui se passe, maintenant que je suis une vieille dame, j'ai des problèmes, bon, j'ai comme beaucoup d'entre nous, quand on devient vieille, de l'ostéoporose. Et donc, mon rapport à l'espace public a complètement changé. On n'est jamais tranquille en tant que femme dans l'espace public, parce que là, maintenant, mon problème, c'est que quelqu'un me pousse, que quelqu'un me fasse chuter. Et je m'aperçois que je mets en place tout un tas de stratégies, et même parfois je m'enferme parce que je ne me sens plus en sécurité. Donc je voudrais savoir si vous avez constaté, vous aussi, dans vos entretiens avec les femmes, que quand on vieillit, enfin on n'est jamais en paix, mais aussi quand on vieillit, on a plus tendance à s'enfermer, voilà, ou à mettre en place des stratégies pour se rassurer. Merci. Excusez-moi, est-ce que je peux juste partager avec... Enfin, on peut l'associer à cette question, comme le temps passe et elles se rejoignent, pas seulement sur l'âge, mais une question qui nous est posée par SMS. L'espace public n'est-il pas avant tout aussi une question d'éducation et de partage? C'est vrai qu'on a dit ces deux questions, que la ville était souvent pensée par des urbanistes, des maires, des architectes qui sont souvent des hommes, et elle est souvent pensée pour des hommes plutôt blancs, plutôt en bonne santé et plutôt de classe moyenne, et on oublie les femmes, mais on oublie aussi les gens plus fragiles, les handicapés. C'est aussi ça, derrière la problématique des femmes, il y a la problématique de tous ceux qui ne sont pas... ne sont pas ces hommes blancs dont on parlait tout à l'heure. Bien sûr. Pour intervenir en école d'architecture, par exemple, je vois très bien les étudiants et les étudiantes fabriquer l'espace public et les bâtiments de sorte que ce soit un homme plutôt jeune, plutôt en bonne santé, plutôt grand, intervenir là-dedans. Et c'est vrai que la question de la vulnérabilité, elle est peu traitée. Et ce que vous dites, ce que vous ressentez, moi je l'ai connu et croisé à Gennevilliers plus d'une fois, de femmes qui disent « bah oui, mais par exemple, pour en venir à la question des bancs, il n'y a pas de banc dans 10 minutes après être sortie de chez moi. Le prochain banc ou la prochaine possibilité de m'asseoir, c'est ou un café, on n'a pas toujours envie de dépenser des sous, ou alors c'est beaucoup trop loin. Et donc, du coup, bah, je restreins ma sortie. Et finalement, de plus en plus, on se rend compte que les sorties, elles sont ou bien véhiculées parce qu'on arrive à trouver une solution, ou bien elles sont contraintes parce qu'on doit aller chez le médecin, on doit aller... voilà, il y a une obligation, là pour le coup, pour soi-même, parce que la majorité des vieux sont des vieilles, il faut l'avoir en tête aussi. Et souvent, ce sont des femmes seules. Et donc, c'est sans doute le seul moment de nos vies de femmes où on est dehors pour nous-mêmes, parce que c'est le moment où on se retrouve seul. Mais c'est souvent ces obligations-là qui contraignent les femmes plus âgées à sortir, et elles se restreignent considérablement dans leur occupation de l'espace public. Et puis qui finalement ont une très grande, très bonne connaissance de la ville. Parce qu'il faut savoir dans quel endroit est-ce qu'on peut s'arrêter, est-ce qu'il y aura des toilettes publiques, est-ce que ce sera possible pour moi d'aller dans tel espace, et aussi j'avais rencontré une femme à Portsmouth qui se déplaçait dans une espèce de petite voiturette et qui m'expliquait un moment où j'avais décidé de changer de ma trajectoire habituelle, parce qu'il faisait beau et que j'avais envie de longer la mer, je me suis rendu compte que j'ai été bloquée dans ma trajectoire à cause d'un trottoir qui était trop haut.
Donc tout ce genre de problèmes qui s'accumulent et qui font que il faut une grande connaissance de la ville pour vieillir en ville, malheureusement. Juste, il ne s'agit pas forcément de jeter la pierre aux hommes, aux urbanistes. Souvent, c'est des manières de penser qui sont totalement intériorisées, c'est-à-dire qui ne sont pas conscientes. Les hommes se disent pas, les urbanistes se disent pas, on va faire une ville juste pour nous. Voilà, simplement, ils ont intériorisé des manières de penser, tout comme les femmes, dans leur manière d'occuper l'espace public, ont intériorisé l'idée que quand on sort à 22h et qu'on va prendre le métro, on évite, on ne met pas une jupe hyper courte. Voilà, c'est des modèles de pensée qui sont à retravailler. Et ça passe par l'éducation beaucoup. Je vous remercie infiniment pour tous ces éclairages sur cette thématique. On va conclure maintenant cette table ronde.